On en parle avec Joseph Baou, professeur de sciences politiques à Beyrouth, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour, merci d'être avec nous. Israël mène désormais la guerre sur au moins 7 fronts. Actuellement, la guerre est déclarée et ouverte entre Israël et l'Iran. Je crois qu'elle a été en fait ouverte et déclarée depuis le début des frappes sur Beyrouth et leur nature et leur ampleur. Vous vous en souvenez en septembre avec pratiquement la décapitation de ce qui était supposé être l'outil de la riposte iranienne contre Israël, exactement en cas de scénario comme celui qu'on a vécu cette nuit, c'est-à-dire la décapitation du Hezbollah. Puis, si vous vous en souvenez aussi, il y avait eu cette attaque sur l'Iran elle-même, je crois fin septembre, début octobre, qui avait complètement mis à nu l'Iran en termes de défense aérienne. Je crois que depuis la frappe directe contre les installations nucléaires iraniennes, mais aussi la grande, à mon avis, surprise, qui est la décapitation d'appareils militaires humains iraniens, était une question de temps. Tout cela était indexé aux négociations irano-américaines, à ce qui se passe la prochaine une séance de négociation était prévue pour dimanche. Je crois qu'elle est aujourd'hui sérieusement compromise. Je pense que ce soir ou aujourd'hui, on peut sérieusement se demander si, au fond, cette tentative ou cette aventure de vouloir remodeler complètement le Moyen-Orient par Benjamin Netanyahou, il en parle lui-même, n'est pas aujourd'hui en train d'atteindre son point son point d'apogée, disons son point final, avec peut-être la tentative de pousser à une très grande confrontation entre les Américains et l'Iran, qui, à mon avis, conduira probablement à la chute du régime à Téhéran. Quelles sont les réactions là en ce moment en Iran à cette attaque et à ces multiples attaques israéliennes en Iran? Alors, les réactions, vous les connaissez autant que moi, je les lis dans la presse. L'appareil militaire est très sérieusement décapité. Votre correspondant a parlé des deux principales figures, le commandant en chef de l'état-major et le chef de ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, donc qui est en fait le bras régional de l'Iran. Mais il y a aussi d'autres cibles qui sont tout aussi intéressantes. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, ce matin, c'est l'assassinat aussi de Shamkhani, qui est le chef du Conseil de sécurité nationale iranien et qui est le négociateur en chef avec les Américains au niveau militaire. C'est-à-dire qu'en fait, Israël n'a pas seulement frappé l'Iran, elle a frappé la capacité de l'Iran à continuer la négociation avec les Américains. Ce qui pose politiquement une vraie question derrière. Est-ce que combien les Américains étaient dans le coup, combien les Américains ont cligné de l'œil pour donner un feu orange à Israël et Israël a interprété ce feu orange de façon comme d'habitude, un tout petit peu excessive. Je crois que c'est des questions qu'on devra se poser dans les jours qui viennent, mais qui sont cruciales. L'autre chose qui est aussi intéressante, c'est le modus operandi israélien, c'est-à-dire le fait que des drones installés en Iran même et des missiles installés en Iran même par le Mossad depuis quelque temps ont participé à la frappe, ce qui veut dire en fait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au Liban avec le Hezbollah, une pénétration au niveau du renseignement qui est énorme, une sorte de viol en fait de la capacité militaire iranienne. Je crois que ce soir, les Iraniens sont complètement groggy, ce qui explique peut-être le fait qu'il n'y a pas encore de réaction très claire. Je crois que le guide ce soir doit être dans une situation extrêmement délicate. Il est pratiquement isolé, son appareil militaire et peut-être politique est en cours de démantèlement. Je ne suis même pas sûr que les Israéliens ne pensent pas à une frappe possible, s'ils le peuvent, contre le guide lui-même. Bref, je crois qu'on a affaire à une réplique fois 1000 de ce qui s'est passé à Beyrouth en septembre, c'est-à-dire pratiquement le démantèlement de l'appareil militaire, sécuritaire et de renseignement de l'adversaire. Combien tout cela va avoir des conséquences politiques, c'est justement ce qu'il faut voir dans les jours qui viennent. On va revenir sur les négociations là qui sont compromises, mais vous pensez que le régime iranien pourrait s'effondrer dans les mois à venir? Je ne suis pas sûr qu'il s'effondrera dans l'immédiat, mais disons que le régime iranien reposait sur trois ou quatre choses. Il repose d'abord sur sa capacité propre de se défendre. Or, jusque-là, elle est pratiquement ridicule. L'envoi de certains drones sur Israël qui sont encore en cours de vol, ils n'ont pas atteint le territoire israélien. La deuxième chose, c'était cette énorme capacité qu'avait mise en place l'Iran disons,
disons, de se battre sur des fronts latéraux qui ne sont pas le front iranien. Beyrouth au premier chef, la Syrie au deuxième chef, et c'est une énorme aussi chose qu'on a oublié, l'effondrement du régime syrien, c'est-à-dire la perte de la carte du territoire syrien par l'Iran. L'Irak, qui aujourd'hui aussi ne sait pas très bien quoi faire, et enfin les Houthis qui pourront peut-être recommencer à tirer des missiles sur la région en guise de représailles. C'était la deuxième carte iranienne. La troisième, c'était son appareil nucléaire qui était en cours de construction. Il faut voir combien les frappes de cette nuit l'ont entamé. Et enfin et surtout, il y avait, disons, l'aura du régime, l'aura dans la région, l'aura auprès de ses alliés, l'aura auprès de sa population. Et c'est cette dernière carte qui a été atteinte ce soir, qui a été atteinte cette nuit. Et c'est là, je pense, c'est de là que pourrait peut-être s'insinuer le début de l'effondrement du régime, c'est-à-dire d'abord l'effritement de l'appareil lui-même avec des frappes extrêmement létales sur l'appareil militaire, mais aussi je pense que pour beaucoup d'Iraniens, l'incapacité de l'Iran d'abord à se défendre, deuxièmement à riposter, et aussi peut-être la perception auprès de certaines franges de la population iranienne que le régime lui-même est en train d'être physiquement démantelé, pourrait peut-être pousser à la reprise de la révolution en Iran. Ce qui est très frappant, madame, je ne sais pas si on peut faire ce lien, mais le nom de l'opération israélienne, Rising Lion, en fait renvoie exactement au symbole qui est sur le drapeau de l'Iran pré-révolutionnaire, à l'Iran du Shah. Il y avait un lion avec un soleil levant derrière. Est-ce que Netanyahou est en train là de montrer qu'en fait la décision à Tel Aviv est prise de renverser le régime iranien? Là, on serait vraiment dans une autre focale qui met en jeu les Américains, ce que les Américains veulent dans la région. D'après ce que je sais, il y a aujourd'hui des contacts très poussés entre l'administration américaine et l'administration israélienne, les Israéliens essayant de convaincre des États-Unis que l'heure est peut-être propice d'aller beaucoup plus loin que simplement la reddition de l'Iran en termes nucléaires, mais peut-être de changer vraiment l'équation dans la région en renversant le régime. Je crois qu'on est encore à la veille de tout cela, mais je pense qu'il est légitime aujourd'hui de se poser ce type de questions. Alors Donald Trump, en tout cas, a donné 60 jours à l'Iran, une forme de sorte d'ultimatum pour conclure ce qu'il appelle un deal, donc un accord. La session de dimanche à Mascate, vous l'avez dit, elle est compromise. Donald Trump exhorte les Iraniens à conclure un accord, sinon les attaques seront encore plus, il menace d'attaques encore plus brutales. C'est la logique de Donald Trump. Vous signez la capitulation. Est-ce qu'on peut appeler ça des négociations ? Non, je crois qu'on ne peut plus parler de négociation. Effectivement, c'est la logique de Donald Trump et c'est la logique surtout de Netanyahou depuis le 7 octobre, c'est-à-dire vraiment de remodeler les équations stratégiques et politiques dans la région par le fer, le feu et le sang. Je crois que ce soir, Donald Trump, quelque part, est un tout petit peu aussi mis au pied du mur. Lui voulait vraiment atteindre une négociation évidemment dure et peut-être sur un type de reddition avec l'Iran, mais il voulait cette négociation, il voulait une sortie pacifique de la crise. Il y a 2 jours, il exhortait encore Israël à retenir sa frappe qui était pratiquement décidée jusqu'à après dimanche. Je ne suis pas sûr que la frappe israélienne de cette nuit ne soit pas autant un coup à l'Iran. C'est un coup définitivement à l'Iran, mais aussi c'est peut-être un coup au rêve de Donald Trump de conclure l'accord qui lui aurait peut-être donné le prix Nobel de la paix. Mais je crois aussi que quelque part, dans les heures qui précèdent, j'ai vu une déclaration de lui il y a quelques heures. Je crois qu'il a compris que les choses avaient été plus loin qu'il ne le voulait. Et aujourd'hui, il parle à l'Iran sur le thème, justement, comme vous le dites, de la reddition. Mais pour revenir un peu à la psychologie iranienne, ça, c'est un tout petit peu suicidaire parce que comme on connaît la nomenclature iranienne et sa façon de réfléchir, aujourd'hui, elle est devant le choix d'une reddition qui est complètement humiliante et ce serait peut-être entamer l'effondrement du régime en interne et le suicide régional en se disant je tombe mais j'entraîne la région avec moi. Et il faudra voir si l'Iran ne va pas opter pour ce qu'on redoute depuis un moment, c'est-à-dire des frappes sur les intérêts américains dans la région, mais aussi surtout des frappes sur le Golfe et la tentative de fermer le détroit d'Ormuz et les détroits pétroliers, c'est-à-dire en fait prendre en otage l'équation énergétique et économique mondiale. Si on va dans ce sens-là, je crois que Washington n'aura plus d'autre choix que de suivre Israël dans une frappe létale contre le régime iranien. Et après cela,
Je crois que les questions sont ouvertes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le régime peut s'effondrer sans entraîner le démantèlement de l'Iran et l'inflammation entière de la région? Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment à un tournant énorme dans l'équation stratégique de la région et les grandes questions commencent à se poser à partir de cette frappe. Et donc vous parlez de l'escalade régionale, d'un tournant radical et majeur pour l'Iran. Vous pensez qu'il peut y avoir un risque de terrorisme d'État? Alors, c'est l'une des cartes que l'Iran garde en réserve, évidemment. Je disais qu'il y a, puisque aujourd'hui, on a pratiquement la certitude que l'Iran ne pourra plus répondre par les moyens conventionnels. Donc, il lui reste les moyens asymétriques, frapper les intérêts américains en Irak, dans le Golfe, etc., les bases américaines. Mais ça, c'est le risque d'entraîner une frappe militaire américaine qui sera d'une autre ampleur. Il y a la deuxième carte, comme vous le dites, qui est de revenir, en fait, aux méthodes des années 80-90, un tout petit peu aussi, cette possibilité s'ouvre au Hezbollah au Liban, c'est-à-dire de rentrer sous terre, de revenir disons, la politique de l'encerclement total et frapper des intérêts golfiens, occidentaux, etc., dans la région, mais aussi en Europe et en Occident, et donc de revenir, oui, à ce que l'on peut appeler en fait la méthode de la carte du terrorisme des années 80 et 90, qui avait en fait plus ou moins réussi à l'Iran, qui l'avait amené à forcer ses adversaires à lui parler à des niveaux multiples, en plus de lui parler au niveau, disons, de la seule équation ou du seul dossier nucléaire. Est-ce que l'Iran va choisir cela? C'est, je crois, aujourd'hui une décision que le guide seul peut prendre. Un guide qui, je le répète, est isolé politiquement et militairement à Téhéran, il a perdu ses lieutenants, un guide qui est vieillissant et dont la succession est posée en Iran. Et ça, c'est une des grandes questions. Dans quel état il veut laisser l'Iran à son successeur? Et un Iran qui est exsangue au niveau sociétal et économique. Et c'est de là peut-être que pourrait venir, disons, la reprise de la contestation iranienne si l'humiliation de l'Iran et les frappes aussi se perpétuaient. Si l'on garde à l'esprit ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le Mossad israélien a pu installer disons, cet arsenal militaire en Iran, c'est-à-dire qu'en fait, Israël est capable aujourd'hui de pénétrer aussi certains pans de la société iranienne, de les manipuler et de le pousser à la révolte. Et là, je pense que l'Iran sera face à, vraiment, ce sera un tigre blessé au coin du mur. Et je pense qu'il ne lui restera plus justement que la carte du suicide en entraînant l'ensemble de la région et peut-être le monde avec lui par le biais de la fermeture des détroits, par le biais des frappes terroristes ici ou là. Mais je crois que ce seront des frappes finalement désespérées qui conduiront probablement le monde occidental à décider qu'il est peut-être l'heure de mettre fin à cette parenthèse qui a été très longue du régime iranien et de ses capacités ou de ses volontés d'exporter sa révolution dans la région. Merci infiniment, Joseph.